Et bon réveil, nous sommes le lundi 2 février, c'est le morning, vous êtes sur i24 News et je suis ravie de vous retrouver après une petite absence. Voici les titres de cette édition. Les lions sont lâchés dans l'arène politique israélienne. À 6 semaines du scrutin, plusieurs scandales sont révélés dans l'œil du cyclone. La première dame, Sarah Netanyahou. Dominique Strauss-Kahn dans le box des accusés. C'est aujourd'hui que s'ouvre le procès dans l'affaire du Carlton, terrassé au sommet de sa carrière par l'affaire du Sofitel de New York. On s'en souvient, la chute de l'ex-patron du FMI continue de donner le vertige. On en parle dans cette édition. Enfin, on reviendra aussi sur la finale du mondial de handball. C'était hier soir. La France l'a emporté face au Qatar, un pays prêt à tout pour faire parler de lui. Sélection d'expatriés, supporters fictifs, la diplomatie par le sport à coût de milliards de dollars. Ce sera en fin d'émission. Bonjour à tous, merci donc d'avoir choisi de vous réveiller en notre compagnie et bonjour à nos invités qui ont fait le même choix apparemment. Bonjour Emmanuel Navel, vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Jacques Neria, spécialiste des questions de sécurité et de défense, vous avez également une carrière, on ne le dit pas, de conseiller politique pour des questions de défense également et ça tombe bien parce qu'on va parler politique ce matin. Alors ce sont des noms qu'on entend autour de nous depuis plusieurs jours, Bibi Tours, Bottlegate, V15, ce ne sont pas des noms de code, mais le nom de plusieurs scandales qui ont été révélés ces derniers jours. On l'a dit, à 1 mois et demi du scrutin, on va en parler, mais on va commencer avant cela par les grands titres à la une de la presse arabe et israélienne ce matin. Bonjour Cyril. Bonjour Barbara, ravi de vous retrouver. Mais vous m'avez manqué. Et bien moi aussi. Allez, on démarre ce matin par l'Égypte avec une bonne nouvelle. Avec des bonnes nouvelles. Voilà, on va commencer cette revue de presse, une fois n'est pas coutume, par des bonnes nouvelles. Et c'est à la une du Chourouk égyptien ce matin. Bonne nouvelle donc pour notre confrère australien Peter Grest. Après plus de 400 jours de détention dans les geôles égyptiennes, le journaliste d'Al Jazeera a donc été libéré et aussitôt expulsé vers son pays. Voilà ce que nous raconte ce matin le journal égyptien. Grest qui était incarcéré, vous le savez, depuis 2013 et qui avait été condamné à 7 ans de prison pour avoir, je cite, diffusé de fausses informations en soutien aux frères musulmans. Voilà, et on parle de la Jordanie également ce matin qui, depuis plusieurs jours, ne ménage pas ses efforts pour faire libérer son pilote. Ouais, et ce malgré l'exécution, vous le savez, par l'organisation de l'État islamique du second otage japonais, Kenji Goto. Eh bien, la Jordanie se dit toujours déterminée à sauver son pilote. Le journal Al-Rad reprend les mots du roi Abdallah ce matin. Tous les efforts du royaume hachémite visent à libérer le héros Moaz Kassasbeh. C'est le nom de ce pilote donc otage. Et après l'expiration de l'ultimatum, eh bien, Amman a affirmé qu'il était toujours prêt à libérer une djihadiste irakienne emprisonnée dans le royaume en échange donc de ce pilote. Voilà, et puis on va terminer par la presse israélienne. Alors évidemment, on n'en a que pour ce fameux Bottlegate. Alors c'est pas Emmanuel Navon qui va me contredire. 3 choses font connaître l'homme, dit le Talmud, la colère, la bourse et la bouteille. Eh bien ce sont ces 3 choses qui sont à la une ce matin de l'actualité politique en Israël. Une drôle d'affaire, vous allez voir, qui éclabousse le couple Netanyahou à 45 jours des élections. Une affaire de détournement de fonds. Enfin, je veux dire, de fond de bouteille, Barbara. Je m'explique. Sarah, l'épouse de Binyamin, est soupçonnée, selon les médias israéliens, d'avoir empoché pendant plusieurs années de l'argent versé pour le retour en magasin de bouteilles consignées. Oui, vous le faisiez peut-être pas chez vous à la maison, mais Sarah a décidé de le faire. Le problème, c'est que ces bouteilles, elles avaient été achetées, Barbara, avec l'argent du contribuable pour le compte du Premier ministre et que les quelques 5 000 euros, 24 000 shekels au total, en petites pièces jaunes récoltées par Sarah, ils auraient dû faire chemin vers les caisses de l'État, mais non, elles ont été donc récupérées, ces petites pièces jaunes, par le couple Netanyahou. En tout cas, c'est selon les soupçons. Alors, peanuts, vous allez me dire, on est loin du gros scandale politico-financier, mais en période électorale, Barbara, il faut faire attention, très attention. D'ailleurs, selon le site Energy, le conseiller juridique du gouvernement, Yehuda Weinstein, a même demandé au contrôleur de l'État quand est-ce qu'il envisageait de rendre public son fameux rapport sur cette affaire de bouteilles consignées. Eh bien, le juge Joseph Shapira, en tout cas, semble pour l'instant vouloir préserver l'omerta jusqu'après la date fatidique du 17 mars. C'est la date prévue donc pour les élections législatives anticipées. Alors garder le silence, c'est aussi ce que reproche le Likoud, qui n'est pas en reste et qui reproche à Yitzhak Herzog, le chef de file de la liste de centre-gauche, le camp sioniste, d'avoir contourné la loi sur le financement des campagnes électorales. Comment ? En s'appuyant sur une ONG, vous en avez parlé dans vos titres, répondant au nom de V15, V comme la victoire,
Victoire 15, donc c'est une ONG dont l'objectif déclaré est de renverser le pouvoir de Benjamin Netanyahu et qui recevrait des financements étrangers, y compris ceux du département d'État américain. Or, la loi, vous le savez, eh bien, elle circonscrit les dons aux seuls citoyens israéliens. Plusieurs ministres qu'on voit ici en une du Israël Hayom, ministres et députés du Likoud se sont jurés de faire tomber le masque sur Yitzhak Herzog et son équipe. Le journal qui nous rappelle qu'Yitzhak Herzog était déjà impliqué dans l'affaire dite des associations au cours de la campagne électorale d'Ehud Barak, c'était en 99, et qu'il avait choisi alors de garder le silence. Vous voyez donc, Barbara, on espérait une campagne qui traite des questions de fond. On a une campagne qui est en train de toucher le fond. Des bouteilles. Voilà. Le fond de bouteille, voilà. Hein, ce qui est dit. C'est votre sentiment aussi, on ne s'occupe pas du fond et on s'occupe de petits scandales, peanuts, comme disait Cyril. Malheureusement, les deux grands sujets qui intéressent les Israéliens, d'un côté le côté social, le côté sécuritaire, ne sont pas adressés sérieusement. Étant donné que les deux grands rivaux, c'est Herzog et Netanyahou, n'arrivent pas à exprimer, ou à convaincre leur audience. Alors c'est très facile d'attaquer d'un côté de susciter des problèmes de sécurité, de l'autre côté d'étaler les problèmes sociaux où chacun des deux n'est pas capable. C'est un incapable. C'est la dernière, le dernier vidéo de Netanyahou qui est soi-disant le babysitter. Donc c'est le babysitter Netanyahou qui dit que je viens m'occuper de vos enfants parce que vous n'allez pas laisser ça à Bougie et à Tzipi. Donc je dirais cette campagne nous surprend par sa bassesse. C'est un point où personne, je ne me rappelle pas historiquement que nous soyons arrivés à de telles ce niveau, Radé Pâquerette, ce sont les hommes et les femmes politiques eux-mêmes qui l'imposent dans cette campagne. Vous savez, malheureusement, les campagnes électorales en général mélangent à la fois les sujets de fond et puis aussi, effectivement, ces batailles de bas niveau. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que ça a lieu, d'essayer de faire passer la campagne, comme on dit, en dessous de la ceinture. C'est dommage, ça n'est pas à l'honneur de notre démocratie. Effectivement, je pense que nous méritons d'avoir des débats de fond sur les questions de fond, qu'elles soient politiques, économiques ou autres. Mais malheureusement, ça fait partie de la politique. Et non de débats sur des fonds de bouteilles, comme vous l'avez dit. En tout cas, on va essayer de faire de l'ordre sur cette histoire de bouteilles, ce que la presse israélienne a baptisé le Bottlegate. Regardez. Simple complot électoral ou véritable scandale politique? Un tapage médiatique en tout cas dont se serait bien passé le Premier ministre israélien et candidat aux prochaines élections, Benjamin Netanyahou. Une extravagante histoire associant le nom de son épouse Sarah Netanyahou et un supposé trafic de consignes de bouteilles vides déchaîne ces derniers jours la classe politique et les médias israéliens à moins de 2 mois des élections législatives. Selon ces derniers, Sarah Netanyahou est soupçonnée d'avoir personnellement empoché l'argent de la consigne après le retour en magasin des bouteilles achetées pour le bureau du Premier ministre. Des sommes d'argent censées revenir aux caisses publiques, pour un total de plusieurs milliers de dollars sur plusieurs années. Des sommes qui peuvent paraître dérisoires au vu du statut de la première dame israélienne. Mais alors que les élections se rapprochent, les scandales s'accumulent autour de la personne de Sarah Netanyahou et les langues se délient. Humiliation du personnel, comportement abusif et ingérence dans les affaires politiques de son mari. Les attaques vont bon train du côté des médias israéliens qui ont publié récemment des extraits détaillés des procès-verbaux de 2 anciens employés de la résidence principale du Premier ministre. Des médias que Benjamin Netanyahou accuse d'attaques calomnieuses contre lui et son épouse en vue de faire tomber le Likoud, son parti politique, et de favoriser l'arrivée au pouvoir de la gauche. Le Premier ministre, en pleine campagne électorale, est même monté au créneau récemment via sa page Facebook. Je vais le dire ici le plus clairement possible, ceux qui veulent critiquer ma politique de façon pertinente, ne vous en privez pas. Ma famille, vous la laissez tranquille, a averti Benjamin Netanyahou. Le tribunal du travail de Jérusalem avait accepté en décembre dernier la demande du Premier ministre de reporter une procédure judiciaire engagée contre sa femme après les élections législatives prévues le 17 mars prochain.
Le chef actuel du gouvernement entretient des relations électriques avec la presse. Une presse qu'il accuse régulièrement d'être acquise aux idées de l'opposition. Chef de file de cette opposition, le camp sioniste, le parti d'alliance entre Tzipi Livni et Bougie Herzog. Une aubaine pour ce nouveau parti de centre-gauche élevé au rang de principal rival du Likoud de ces élections, d'après les derniers sondages. Et on retrouve en direct depuis la Knesset à Jérusalem notre correspondant politique, Daniel Haïk. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors, plusieurs révélations, plusieurs scandales en un week-end, ça vous inspire quoi ? Bien, c'est la preuve que finalement, dans cette campagne électorale qui commence à s'allonger, il faut bien l'avouer, eh bien, on n'arrive pas véritablement à trouver un sujet qui peut passionner les Israéliens. On a beaucoup parlé du sujet social, économique. Cela a passionné pendant un certain moment. On a parlé aussi de la sécurité, en particulier la semaine dernière, avec les événements qui se sont produits le long de la frontière nord. Et finalement, on a le sentiment que quelque part, dans la classe politique, il n'y aura rien de nouveau après ces élections, ni sur le plan économique et social, ni sur le plan sécuritaire. Et donc, quelque part, le sujet de prédilection pour les médias et pour certains partis politiques, eh bien, c'est un peu, on va dire, des sujets people. C'est essayer de trouver des proies faciles. Et dans ce cadre-là, eh bien, Madame Netanyahou, Sarah Netanyahou, est effectivement une proie facile. Cela fait de nombreuses années qu'elle est sur le devant de la scène, qu'elle suscite une vive polémique, que certaines de ses déclarations ou que certains de ses actes, en particulier à l'intérieur de la résidence du Premier ministre, suscitent polémique. Et donc, quelque part, on reparle à nouveau de Madame Netanyahou. Et peut-être, comme l'affirme le Likoud, eh bien, c'est une manière pour la gauche israélienne, pour les opposants au Premier ministre, d'affirmer que Binyamin Netanyahou n'est pas compétent pour poursuivre sa tâche de Premier ministre. Et Daniel, donc, on s'attaque à son épouse. Tout de même, si on s'attarde un instant sur le fond de cette affaire, mais pas seulement de cette affaire-là, il y aurait des dizaines d'affaires comme ça qui concerneraient Madame Netanyahou, plus ou moins étouffée depuis plusieurs années. Et bien, pour certains commentateurs, il ne s'agit pas de people, comme vous dites, pour s'occuper de Sarah Netanyahou, ou de même de populisme en s'attaquant à la Première Dame, mais d'une réelle question d'intérêt national. Sarah Netanyahou aurait un comportement maladif qui influencerait directement les décisions du Premier ministre. Ce n'est pas un argument recevable pour vous ? Alors, il faut effectivement faire la distinction. Lorsque l'on parle de cette affaire, par exemple, des bouteilles consignées qui occupe le devant de la scène depuis 2 jours maintenant, eh bien, c'est une affaire un peu populiste. Lorsque, par exemple, on s'interroge sur les raisons qui ont, par exemple, il y a 2 ans, poussé le Premier ministre Binyamin Netanyahou à ne pas vouloir faire entrer ce qui semblait naturel d'emblée, Naftali Bennett du parti du foyer juif dans la coalition gouvernementale, et que cela a eu des répercussions importantes. Et on peut expliquer d'une certaine manière aujourd'hui, avec le recul du temps, que c'est la cause de l'instabilité de cette coalition gouvernementale qui a chuté donc il y a quelques semaines. Est-ce qu'il y avait une implication de Madame Netanyahou dans le fait que Binyamin Netanyahou n'a pas voulu inviter en premier Naftali Bennett à rejoindre sa coalition gouvernementale et qu'il a été forcé de le faire après une alliance entre Bennett et Yair Lapid, donc il y a environ de cela? C'est une question véritable. Ça, c'est effectivement une question véritable. Est-ce que Madame Netanyahou s'implique dans des décisions d'État qui sont des décisions d'importance? Est-ce que Mme Netanyahou a par exemple eu un rôle à jouer dans le refus du Premier ministre de soutenir la candidature quasiment naturelle du président de l'État élu, Reuven Rivlin, lorsque celui-ci s'est présenté à cette candidature, à la présidence de l'État? Ce sont des véritables questions. Pour l'instant, elles sont sans réponse. Il faudrait peut-être poser la question à Naftali Bennett. Est-ce qu'il y a un problème avec Mme Netanyahou? Naftali Bennett, dans le passé, il avait dit de manière allusive, il avait dit j'ai passé avec Madame Netanyahou un cours de terrorisme. Sous-entendu, c'était pas tout à fait agréable avec Madame Netanyahou, les relations que nous avions à l'époque, lorsque Naftali Bennett était conseiller de Binyamin Netanyahou. Donc il y a peut-être effectivement un problème, mais il ne faut pas mélanger les gens. Je pense que l'affaire des bouteilles consignées, c'est une volonté d'essayer de s'acharner sur Madame Netanyahou et peut-être de rater le débat de fond. Alors, le débat de fond, on n'en parle pas à cause de plusieurs scandales également. L'autre concerne la gauche, vous l'avez évoqué. Il s'agit de cette affaire de l'association du V15, une association qui essaierait de faire tomber Binyamin Netanyahou et qui aurait un financement illégal. Est-ce que cette affaire va prendre de l'ampleur ?
Écoutez, là aussi, vous savez, c'est un peu, on veut dire, la réponse du Likoud aux attaques qui ont été lancées contre Sarah Netanyahou et indirectement contre le Premier ministre. C'est une volonté de montrer qu'il y a aussi des problèmes dans la campagne électorale. La question véritable est de savoir quelle est l'implication, qui se cache derrière ce V15, qui se cache derrière ce One Voice, cette une seule voix qui financerait apparemment ce V15, et V15 c'est victoire pour les élections 2015. Il semble donc qu'il y ait une organisation qui finance dans une volonté délibérée des volontaires, des bénévoles, pour essayer de faire passer, de susciter une vague en faveur de la gauche israélienne contre Binyamin Netanyahou. Alors là, il pourrait y avoir on peut avoir de multiples suppositions, mais on sait que par exemple Jeremy Bird, qui est un homme qui était très proche de Barack Obama, qui est un des responsables de la campagne de Barack Obama, serait impliqué dans la préparation de la campagne de V15. Cela voudrait dire indirectement que Barack Obama, que les États-Unis pourraient être impliqués dans la volonté de modifier l'ordre démocratique, ou en tout cas de s'ingérer dans la campagne électorale. Cela peut poser un véritable problème démocratique, parce que quelque part il y a là des fonds étrangers. Cela n'est pas tout à fait autorisé. Il faudrait voir ce que dit la loi à ce sujet. La loi affirme qu'il y a certaines possibilités de s'impliquer, mais lorsqu'il s'agit de dossiers internationaux, comme par exemple le sujet des territoires, mais lorsqu'il s'agit de campagne électorale, eh bien cela est tout à fait interdit. La loi ne permet pas de s'impliquer dans la campagne électorale, surtout lorsque on utilise des fonds étrangers, lorsque ce sont des fonds étrangers qui sont utilisés. Merci beaucoup Daniel Haïk depuis la Knesset. Alors un mot quand même, Emmanuel Navon, sur cette affaire du Bottlegate, mais sur la personnalité de Sarah Netanyahou également. On sait que les affaires se succèdent, la plupart d'entre elles ont été étouffées à coût de plusieurs milliers de shekels. On parle de dépenses extravagantes, d'exigences complètement bizarres avec son personnel, de comportements colériques, d'avarice pathologique. Enfin, on a tout dit et tout écrit sur Sarah Netanyahou. Est-ce que cet interventionnisme aussi dont Daniel parlait, de Sarah Netanyahou dans les décisions de son mari, représente une menace nationale? Vous savez, je pense que comme l'a dit Daniel, il faut distinguer entre deux choses. Il y a les rumeurs et ce qui fait bien entendu le pain et le beurre des journaux et des médias. Et cela n'est pas nouveau. Cela fait plus de 10 ans que ça existe sur le comportement de Sarah Netanyahou. Je vous rappelle que la première cadence de Benjamin Netanyahou était en 1996. Et par conséquent, ça n'est pas nouveau. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que ces histoires réémergent à chaque fois comme par hasard à la veille des élections. Mais là-dessus, il n'y a rien de nouveau. Le deuxième sujet qu'il faut distinguer, c'est l'influence qu'on lui attribue sur son mari. Personnellement, je pense qu'il n'y a rien de mal à être influencé par son épouse. Je peux en témoigner. La question est de savoir... Prenons un exemple concret. Le cas Naftali Bennett. Sarah Netanyahou ne le porte pas dans son cœur, c'est bien connu. Ils ont eu plusieurs altercations lorsqu'il était conseiller du Premier ministre. Il lui aurait même demandé, directeur de cabinet, de moins s'ingérer dans les affaires du Premier ministre, et c'est pour ça qu'elle le déteste autant. Depuis, on sait par exemple que Naftali Bennett, qui est ministre de l'économie aujourd'hui, n'a pas voyagé une seule fois en avion avec le Premier ministre lors de ses déplacements à l'étranger, ce qui aurait été logique pour un ministre de l'économie. Oui, alors effectivement, là-dessus, si tout cela est vrai, encore une fois, avec un C, si tout cela est vrai, effectivement, il y a là, sur ce sujet spécifique, un véritable problème, parce qu'on parle effectivement de l'élection du président de l'État, on parle des relations avec un haut ministre dans le gouvernement. Et c'est vrai qu'il y a là un véritable problème, si ce problème existe. Menace nationale, Sarah Netanyahou? Écoutez, cette affaire de Sarah Netanyahou dure, comme le dit mon collègue ici, ça fait déjà 10 ans. Mais ça fait 10 ans déjà, ça a commencé par son premier mari qui a voulu publier un bouquin qui est sur Sarah Netanyahou, qui a été empêché. Il y a eu des tas, je dirais, de cas où la famille Netanyahou a été traînée en justice, et c'est toujours terminé par des compromis et par
je dirais, une industrie de camouflage qui entoure tout le système. La chose est très simple. Si la femme de César s'occupe d'argent, ce n'est plus la femme de César. Donc à partir du moment où Netanyahou a décidé que sa femme ferait partie de sa campagne électorale, à partir où il l'expose, donc elle est automatiquement la cible d'attaque. Et là, naturellement, il y a des témoignages qui arrivent, comme le témoignage du chef du Mossad, Dagan, qui raconte que lors d'une entrevue à la maison, Netanyahou le briefait sur une opération super secrète. Alors Madame Netanyahou est arrivée, alors il s'est tué, il a dit mais pourquoi est-ce que tu te tais? Madame Netanyahou est dans les affaires, elle comprend tout ça, il dit tant que je n'ai pas l'autorisation du chef du Shabak pour parler, je ne parlerai pas. Donc elle est partie en claquant la porte et depuis il n'a pas été invité au domicile du Premier ministre. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un problème éthique dans la gestion de l'État que fait le Premier ministre en incluant sa femme, avec toutes ces affaires également qui ressortent, vous l'avez dit, avec chaque campagne électorale. On a vu d'autres premiers ministres démissionner pour bien moins que ça, et je pense évidemment au cas Yitzhak Rabin et le compte en banque de son épouse, justement. N'oubliez pas que dans le cas de Yitzhak Rabin, cela avait été prouvé que son épouse avait maintenu un compte en dollars aux États-Unis, ce qui était clairement interdit par la loi. Pour l'instant, nous sommes dans un stade de vérification. Est-ce que ces vérifications ne traînent pas plus que la normale? Est-ce qu'on ne parle pas d'impunité autour du couple Netanyahou, que Benjamin Netanyahou réussit à faire régner autour de lui? Je pense que parler d'impunité, quand on voit la façon dont les médias s'acharnent sur lui depuis 10 ans... Juridique. Non, je pense qu'encore une fois, il y a eu des affaires qui ont toutes été vérifiées. Je pense que soupçonner le système juridique israélien de donner de l'impunité à Netanyahou, c'est ne pas connaître le système judiciaire israélien. Au contraire, on pourrait même parler d'acharnement. Mais encore une fois, il faut que les choses soient vérifiées, il faut que tout soit clair, que tout soit transparent, et que quiconque est responsable de malversation en paye le prix. Mais encore une fois, il y a deux choses qu'il faut vérifier. Est-ce que oui ou non ces histoires sont véridiques ou pas? Et deuxième chose, est-ce que le Premier ministre lui-même était impliqué, savait cette histoire de bouteille? Et encore une fois, en mettant les choses dans leurs proportions, parce que n'oubliez pas qu'on parlait tout à l'heure de la France, vous parliez en introduction de Dominique Strauss-Kahn, on pourrait parler aussi de François Mitterrand, la façon dont il avait caché ses maîtresses, etc., ses pressions sur Jean Edernalier. Donc je ne dis pas que cela excuse le comportement, les choses qui se passent en Israël, mais mettons également les choses en proportion. Ouais, voilà les images qui circulent dans la presse en ce moment, on peut les voir, voilà. Ce scandale de bouteilles consignées. Voilà, donc mettons quand même les choses en proportion, et n'oublions pas également que nous sommes à la veille d'élections électorales. Alors d'un côté, il est important que le public sache tout et que les choses soient claires, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des élections et qu'il y a des scandales de l'autre côté de la scène politique, comme vous en avez parlé tout à l'heure. Ce qui est certain, c'est que tout le monde nous fait entendre des voix de chérubins dans une chorale sympathique, alors que tout le monde, finalement, ce sont de petits diables avec avec des dents très aiguës. Voilà, scrutin dans 6 semaines, de beaux jours politiques encore devant nous. Kenji Goto, on parle d'autre chose à présent. C'est le nom de ce journaliste japonais, 2e otage nippon, à être exécuté par Daesh en moins d'une semaine. Alors les condamnations internationales se succèdent. Quant à la mise en scène, eh bien, elle reste la même. Regardez. 2e otage japonais exécuté en 1 semaine. Selon une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux, le journaliste Kenji Goto aurait été décapité par l'État islamique. Quand je pense à la douleur de la famille, je n'ai pas de mots. Le gouvernement a fait tout ce qui était en son pouvoir, mais l'issue est très regrettable. Daesh avait annoncé la semaine dernière avoir tué un premier otage japonais capturé en août dernier en Syrie. Kenji Goto était parti à sa recherche au moment de sa capture, avant d'être enlevé à son tour fin octobre. Père de 2 jeunes enfants, Kenji Goto, 48 ans, était un journaliste réputé dans son pays. Il réalisait des reportages sur le Moyen-Orient pour le compte des chaînes de télévision japonaises. Sa mère avait à plusieurs reprises appelé l'État islamique à la clémence. Je ne trouve pas les mots face à cette nouvelle si déchirante. J'aimerais continuer à croire en ces rêves, à un monde sans guerre et à la possibilité de sauver les enfants de la pauvreté et des conflits armés. Selon l'État islamique, l'exécution de Goto vient punir la participation du Japon à la guerre de la coalition internationale, menée contre les djihadistes en Irak. Si Tokyo n'est pas directement impliquée dans les combats, elle contribue néanmoins de concert avec l'ONU à la délivrance d'une aide humanitaire sur le terrain. La communauté internationale, Paris, Londres et Washington ont condamné avec fermeté cette nouvelle mise à mort.
Voilà, condamnation ferme de la communauté internationale, le Japon dans l'effroi, mais finalement, Jacques, rien ne semble pouvoir arrêter ces djihadistes. Écoutez, les djihadistes, je dirais, l'État islamique ces derniers temps a eu pas mal de revers sur le terrain. Rien qu'avant-hier, il a perdu un grand champ gazier aux mains des Kurdes. Les Kurdes ont réussi à battre l'État islamique à Kobané. Donc, depuis septembre, le siège de Kobané finalement n'a rapporté qu'un malheur pour les djihadistes. Du côté irakien, la province de Diyala est tombée aux mains du gouvernement, ce qui fait que l'État islamique est en train je dirais, de recevoir coup après coup et à réduire sa présence. Ne diminuons pas de son influence ni de sa force. Il reste toujours en contrôle de plus de 350 villages et villes kurdes dans le nord du pays. Et surtout aussi, je dirais, l'œcuménisme international est en train de se faire sentir très fort. Les talibans ont prêté allégeance à l'État islamique. Les djihadistes du Sinaï se sont rebaptisés en Tanzim Wilayat Sina, donc c'est l'organisation de Wilayat du Sinaï. À Boko Haram et dans le Sahel, je dirais, il y a une influence très grande et l'État islamique est loin de disparaître. Et cette stratégie internationale en Irak et en Syrie, elle commence à porter ses fruits. Vous avez parlé de Kobané. Les Kurdes sont sur le terrain, évidemment, mais ils sont aidés par ces frappes aériennes. Est-ce que cette stratégie porte ses fruits ? Alors voilà, les frappes aériennes sans les forces sur le terrain ne valent rien. Donc il faut avoir ces deux éléments conjugués ensemble. C'est ce qui va se passer avec l'armée irakienne, une fois que l'armée irakienne... mais c'est surtout, ce n'est pas l'armée irakienne qui se bat, ce sont les milices chiites sur le terrain, guidées par les gardes révolutionnaires iraniens, guidées par les ayatollahs. Donc, je dirais, une fois que ces deux éléments seront conjugués ensemble, l'État islamique, qui n'a pas d'aviation, qui n'a pas les moyens qui ne se dote d'aucun moyen antiaérien, n'arrivera pas à succomber, je dirais, à cette vague. Mais cette vague sera une vague qui va avancer très lentement. On parle de 2 à 3 années, pas avant. Emmanuel Navon, le prochain otage sur cette liste macabre est un pilote jordanien. Il fait partie des forces de la coalition. Son F-16 s'est écrasé en Syrie. Et en échange de sa libération, l'État islamique exige la libération d'une terroriste irakienne. Est-ce que la Jordanie doit absolument refuser de céder au chantage pour ne pas ouvrir la brèche à cette négociation avec les terroristes ? La réponse est oui. Quand on ouvre cette brèche, elle ne se ferme jamais, elle ne fait que s'écarter. Comme disait Churchill, l'apaisement, c'est nourrir le crocodile en espérant qu'on sera mangé le dernier. Et c'est cela, négocier avec les terroristes. On commence et on ne s'arrête jamais. Donc si on ne clarifie pas dès le début qu'on a des principes sur lesquels on ne transigera pas, eh bien on ouvre une brèche qui, comme je l'ai dit, ne se ferme jamais, ne fait que s'écarter. Merci. Du côté jordanien, il faut se rappeler que les Kassasbé, c'est une très grande tribu du sud de la Jordanie, qui est aussi très présente en Syrie et en Irak. Donc, je dirais, de ce point de vue-là, il y a des éléments intérieurs qui sont très importants pour le roi, là. Oui, donc, il faut prendre en considération cet élément-là. Merci beaucoup, Jacques, d'avoir été avec nous. Emmanuel, vous restez avec nous après un nouveau journal. On parle justement de l'Égypte et de Daesh dans le Sinaï. Sur le plateau du Morning, merci de vous réveiller en notre compagnie. Nous sommes en direct depuis Tel Aviv et on prend tout de suite la direction de l'Égypte où des attaques djihadistes ont fait au moins 30 morts jeudi dans le Sinaï. 1 an et demi après le lancement de sa campagne antiterroriste, eh bien, le président Al-Sisi ne parvient pas à récupérer les rênes de la péninsule. Maxime Pérez. Abdel Fattah al-Sisi confronté une nouvelle fois à la menace djihadiste. Les derniers attentats du Sinaï contre l'armée posent un immense défi à son pouvoir. Au risque d'escalade militaire dans la péninsule, s'ajoute le risque d'une vague d'attentats qui pourrait déstabiliser tout le pays. Le président égyptien est déterminé, mais il promet du sang, de la sueur et des larmes. Nous allons faire face à une grande vague de terrorisme car nous affrontons une organisation à son apogée, une organisation qui se bâtit depuis de nombreuses années. Elle est solidement implantée, elle a des plans, elle est prête à agir et connaît un certain succès dans le monde.
Depuis la chute d'Hosni Moubarak en 2011, les autorités du Caire peinent à reprendre le contrôle de la péninsule du Sinaï. Face aux forces égyptiennes, des tribus bédouines converties à l'islam radical, certaines ont trouvé refuge dans des territoires montagneux difficiles d'accès. Elles n'ont aucun mal à recruter au sein d'une population qui se considère humiliée depuis des décennies. Les plus en vue, les djihadistes d'Ansar Beit al-Maqdis ont récemment prêté allégeance à l'État islamique. Égyptiens, qu'attendez-vous encore alors que votre honneur a été violé et que du sang a été versé par un tyran stupide et ses soldats? Comme en octobre dernier, après l'attaque qui avait tué près de 28 militaires égyptiens au nord du Sinaï, le président Al-Sisi pointe un doigt accusateur en direction des frères musulmans, en particulier le Hamas à Gaza, accusé de connivence avec les djihadistes. L'Égypte, qui a déjà établi une zone tampon dans le secteur frontalier de Rafah et envisage même d'élargir ce no man's land, a décidé de bannir le mouvement islamiste palestinien. En substance, sa branche armée, les brigades Al-Qassam, viennent d'être classées comme organisation terroriste par un tribunal égyptien. Au bord de l'asphyxie, isolé, le Hamas a vigoureusement réagi en annonçant que les autorités du Caire ne seraient plus considérées comme un médiateur légitime, en particulier à l'égard de futurs pourparlers avec Israël. Une situation que pourrait exploiter l'Iran pour se repositionner dans la région. La République islamique aurait ainsi repris son financement du Hamas, selon l'État hébreu. Et nous sommes toujours en compagnie d'Emmanuel Navon, professeur de relations internationales. Cyril, vous êtes encore avec nous. Et bonjour Ali Waked, notre spécialiste du monde arabe. Pourquoi le président Al-Sisi ne parvient pas à reprendre le contrôle du Sinaï ? Parce que personne avant lui n'a réussi à prendre le contrôle du Sinaï, parce qu'il y avait des dizaines d'années où les régimes égyptiens ont négligé la Sinaï et ont laissé la péninsule à l'influence des organisations islamistes radicales. Quand on voyage au Sinaï, on pense que ce n'est pas l'Égypte, ce n'est pas non plus le tiers-monde, c'est un no-man land où personne ne peut comprendre qui est contre qui est les acteurs régionaux et autres qui se sont impliqués dans la péninsule, mais c'est parce que simplement Ansar Beit al-Maqdis et maintenant l'État islamique ont identifié les besoins et le vide que le régime a laissé au Sinaï et se sont très bien, d'une façon très intelligente, été impliqués dans la vie quotidienne. Ils ont apporté de l'argent, ils ont donné un horizon. C'est vrai, c'est un horizon selon l'Occident, un horizon terroriste, mais c'est un horizon pour la jeunesse du Sinaï. Et Barbara, on a parlé ces derniers mois beaucoup de la stratégie de la coalition internationale contre l'État islamique. Moi, j'identifie ici une stratégie de l'État islamique contre des organisations, des milices au Liban, au Sinaï, en Égypte, dans la haute delta, en Syrie, dans le Yémen, on prête serment et à l'État islamique. On voit que l'État islamique n'est plus réduit à l'Irak et à la Syrie, mais il a une présence physique au Libye, il a une présence physique au Sinaï. Et récemment, ces derniers jours, on entend de plus en plus le nom de l'État islamique à la bande de Gaza. Est-ce qu'on pourrait imaginer, Emmanuel Navon, une aide internationale au président Al-Sisi pour l'aider à venir à bout de ces terroristes dans le Sinaï ? Il faut bien comprendre d'abord qui est-ce qui est impliqué dans le Sinaï aujourd'hui. Et d'abord relever l'ironie du nom même de cette organisation, Ansar Beit al-Maqdis, qui en fait, Ali, vous pouvez le confirmer, en arabe, ça vient de l'hébreu Beit Amikdash. C'était le nom arabe de Jérusalem, qui est en fait une arabisation de l'hébreu Beit Amikdash. Donc c'est en fait une organisation qui se dit les défenseurs du mont du Temple, et qui agit dans le Sinaï. On ne peut pas manquer de relever l'ironie. Maintenant, il y a derrière, en toile de fond, l'Iran. L'Iran qui aujourd'hui contrôle 4 capitales arabes. Récemment, c'est également pris également au Yémen avec Sanaa. Et l'Iran qui essaie de renforcer cet étau autour de l'Arabie Saoudite, puisqu'il y a aujourd'hui l'axe des 3 capitales arabes au nord contrôlées par l'Iran, Beyrouth, Damas bien entendu et Bagdad, au sud Sanaa. Et l'Iran vise également la péninsule du Sinaï. Et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre également la reprise du financement iranien vis-à-vis du Hamas et la rupture entre l'Égypte et le Hamas. Les deux sont liés. Je ne pense pas que l'Iran ou que
que l'Iran pourra franchir cette barre, d'essayer d'opérer au Sinaï contre l'avis du gouvernement égyptien. Ça c'est un. Deux, les milices Ansar Bat al-Maqdis ou l'État islamique sont les plus grands ennemis à présent de l'Iran. N'empêche, l'Iran va essayer aussi d'être impliqué dans ce qui se passe à la péninsule du Sinaï. Mais Barbara, Abdel Fattah el-Sisi, quand la coalition a déclaré qu'elle commence ses opérations contre l'État islamique en Irak et en Syrie, il a lancé un appel disant que le menace terroriste n'est pas réduit à la Syrie et à l'Irak, mais l'Égypte souffre aussi. Il faut regarder ce qui se passe à la Libye. Et cette menace, cet avertissement d'Abdel Fattah el-Sisi devient une réalité. L'Égypte, elle seule, n'est pas capable à faire face à cet étonnement de l'État islamique. L'État islamique, avec l'argent qu'il a, 200 millions de dollars qu'il a demandé du Japon, qui n'ont pas été renversés, mais il a d'autres sources d'être financés, peuvent être un cauchemar à l'État islamique, loin du cauchemar que la Jama'a Islamiyya, la branche armée des frères musulmans, a présenté au régime Moubarak dans les 80. Alors, vous l'avez dit, c'est extrêmement confus, les acteurs en présence dans le Sinaï. Vous essayez de nous décoder cette situation, Cyril. Parce qu'après la destitution du président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013 et la sanglante répression qui s'en est suivie d'Abdel Fattah el-Sisi, eh bien, les attentats qui ont visé les forces de sécurité égyptiennes se sont multipliés, vous le savez. C'est un défi sécuritaire énorme pour les autorités égyptiennes. Depuis que l'armée égyptienne a entamé sa guerre contre le terrorisme, pas moins de 350 membres des services de sécurité ont été tués. C'est énorme en un an et demi seulement. Alors, qui est le groupe Ansar Bat al-Maqdis? On en a parlé, qui littéralement en français veut dire les partisans de Jérusalem. Vous en avez parlé. C'est un groupe djihadiste qui a été fondé en 2011 dans le nord de la péninsule du Sinaï, tout près de la bande de Gaza d'ailleurs, et qui a profité, il faut bien le dire, Ali en parlait, de ce vide sécuritaire laissé par le régime de Hosni Moubarak. Alors c'était une organisation qui était affiliée à Al-Qaïda jusqu'en novembre 2014, où l'organisation a retourné sa veste en prêtant allégeance à l'organisation de l'État islamique. Du coup, l'organisation a même été rebaptisée. Elle s'appelle dorénavant la province du Sinaï, et donc elle appartient à ce groupe djihadiste de l'organisation de l'État islamique. C'est un groupe qui est inspiré du salafisme. Alors le salafisme, c'est quoi? Eh bien, c'est un mouvement sunnite, évidemment, qui se revendique de la genèse de l'islam, des fondements de l'islam, et qui appelle à revenir au fondement du Coran, de la Sunna, de la tradition musulmane. Alors, qui sont ces terroristes membres de cette organisation? Est-ce que ce sont toujours les mêmes, en fait, depuis plusieurs années, qui prêtent allégeance finalement à d'autres groupuscules? Alors non, c'est un peu particulier. On commence à mieux cerner l'identité de cette organisation djihadiste. Son noyau dur est constitué en réalité de fondamentalistes musulmans qui viennent d'un peu partout au Moyen-Orient, notamment d'anciens combattants de l'Afghanistan, mais qui, et ça c'est le point le plus important peut-être, qui recrutent dans les rangs des Bédouins, qui, comme vous le savez, constituent la majeure partie des 700 000 habitants de la péninsule du Sinaï. Des Bédouins qui, vous le savez, ont toujours eu le sentiment d'être en quelque sorte des citoyens de seconde zone, de ne pas avoir eu... par le cas. Voilà, et qui commence à devenir un centre d'attraction très dangereux pour la jeunesse de la bande de Gaza, qui accuse le Hamas et même le djihad islamique d'abandonner les armes contre Israël. Au moment de trêve entre Israël et les organisations à la bande de Gaza, ces organisations, Ansar Bat al-Maqdis au Sinaï, essayent de recruter le maximum possible des jeunes Gazaouis, pour se battre au Sinaï, et deux, pour essayer de s'infiltrer à la bande de Gaza. Et voilà, donc sociologiquement, c'est là peut-être qu'il faut essayer de chercher aussi les raisons du ralliement de cette population bédouine à cette organisation djihadiste. C'est que les Bédouins ne sont quasiment pas présents au sein des forces de sécurité égyptiennes, que ce soit dans la police ou que ce soit dans l'armée égyptienne. On ne trouve quasiment pas de Bédouins. Un mot peut-être aussi sur les armes de cette organisation. Non plus dans cette organisation, les armes qui proviennent essentiellement de Libye, avec une frontière qui est très poreuse depuis la chute de Muammar Kadhafi, et l'ancien arsenal donc du colonel libyen qui afflue très très majoritairement vers la péninsule du Sinaï. Alors, ce n'est pas seulement l'ancien arsenal du colonel Kadhafi, c'est aussi l'arsenal qui a été muni par les Occidentaux et par certains pays arabes qui ont soutenu l'opposition libyenne. Allez expliquer brièvement pourquoi Al-Sisi n'arrive pas à contrôler ce no man's land, comme il dit, quelques raisons pour ça. Alors 3 raisons. La première, c'est que la péninsule du Sinaï a été en quelque sorte sanctuarisée en tant que zone tampon par les accords de Camp David entre Israël et l'Égypte, des accords entre l'État hébreu et le Caire sur la démilitarisation de cette zone, une démilitarisation qui est en train d'être revue avec la
aval de Jérusalem qui permet aujourd'hui, on le voit, à l'armée égyptienne de se déployer très massivement dans la péninsule du Sinaï avec des hélicoptères, avec des chars de combat, etc., etc. Deuxième raison, c'est que la péninsule du Sinaï, vous le savez, c'est une région qui est très éloignée du pouvoir central, le pouvoir central égyptien qui se trouve dans le delta du Nil majoritairement, donc une distance géographique qui rend difficile la sécurisation du Sinaï. Et enfin, une péninsule du Sinaï qui est montagneuse, escarpée, qui rend difficile également sa sécurisation, à savoir que les terroristes frappent un grand coup, puis après trouvent refuge dans les montagnes du Sinaï. Voilà 3 grandes raisons qui rendent difficile la sécurisation d'un territoire qui est très très vaste, il faut le rappeler. Si je peux ajouter un dernier point, pour le moment, l'État islamique ou Ansar Bayt al-Maqdis ont opéré essentiellement dans le nord du Sinaï. Le sud du Sinaï, ce que nous, ici, les Israéliens, on le connaît, c'est Taba, Sharm el-Sheikh, etc. C'est une des dernières sources de revenus du secteur touristique égyptien. Et dans les réseaux sociaux d'Ansar Bayt al-Maqdis, du Salafia égyptienne, on entend parler que l'organisation peut tourner aussi, risque d'opérer aussi dans le sud du Sinaï, ce qui signifie un danger non pas seulement d'ordre sécuritaire, mais aussi d'ordre économique beaucoup plus grave que ça a été le cas jusqu'à présent pour le tourisme égyptien. On peut encore voir des touristes scandinaves, russes à Sharm el-Sheikh, à Taba, etc., des Japonais, mais si jamais le terrorisme commence à opérer dans cette région sud du Sinaï, ça va être un cauchemar aussi d'ordre financier pour Abdel Fattah al-Sisi. À quel point c'est une menace? La question du tourisme est presque anecdotique vis-à-vis d'un autre problème du sud du Sinaï. Le sud du Sinaï, c'est également les détroits de Tiran. Et là, il y a un point stratégique, puisque je vous rappelle que dans le passé, la fermeture des détroits de Tiran, c'est ce qui avait causé la guerre de 6 jours, également la guerre de Suez en 1956. Israël avait obtenu la garantie internationale de l'ouverture des détroits de Tiran. La fermeture avait été considérée comme un casus belli qui avait mené à la guerre des 6 jours. Donc si les protecteurs de Jérusalem, n'est-ce pas, de Ansar Bayt al-Maqdis, de Beth Amikdash, n'est-ce pas, du temple de Jérusalem, contrôlent le sud du Sinaï, avec l'appui des forces iraniennes, là, il y aurait une menace stratégique qui, dans le passé, a déjà mené à des guerres au Proche-Orient. Parlons de cette zone tampon, Ali, que Al-Sisi essaye d'établir, ce cordon sanitaire le long de la frontière avec la bande de Gaza. On parle de cette volonté de raser la ville de Rafah, de l'évacuer totalement. C'est le cas. Et Al-Sisi qui s'en prend également au Hamas, donc dans le viseur, la bande de Gaza et le Hamas. Pourquoi ? Je pense qu'il s'en prend au Hamas dans un acte qui est typique au régime qui essaye de dériver l'attention du public et de l'audience égyptienne du grand échec au Sinaï. Barbara, tous les matins dans la presse égyptienne, on voit les déclarations du porte-parole de l'armée égyptienne. Nos forces armées ont exécuté 10 dirigeants de la branche islamique, 10 dirigeants d'Ansar Bayt al-Maqdis. Et du coup, quand on tombe sur une attaque comme celle de la semaine dernière, les gens en Égypte commencent à se demander si jamais on est tellement réussi, comment est-ce que cette attaque peut avoir lieu, une attaque coordonnée dans plusieurs secteurs de la région nord du Sinaï. Donc, une des moyens d'essayer de dériver l'attention, c'est d'accuser le Hamas, alors que moi, je ne pense pas que le Hamas sont des anges, mais qu'en ce moment-là, ils ne vont pas risquer leur relation avec l'Égypte. En tout cas, le Hamas, Emmanuel Von, a réagi, on l'a vu dans le sujet, en disant que l'Égypte ne sera plus le médiateur pour des discussions potentielles avec Israël. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose pour Israël ? A nié cette déclaration d'ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, d'abord, c'est pas nouveau, ce divorce entre le Hamas et Al-Sisi. On l'avait vu pendant la guerre de l'été dernier entre Israël et le Hamas, mais là, c'est confirmé. Et cela, encore une fois, il faut le comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le contexte régional d'un Al-Sisi qui aujourd'hui voit la menace iranienne se rapprocher, voit le lien avec le Hamas, des intérêts communs entre Israël et Al-Sisi. Également l'Arabie Saoudite qui, comme je l'ai dit, de plus en plus encerclée par l'Iran, est affaiblie avec la chute des prix du pétrole et la mort du roi et le remplacement du régime. Donc oui, je pense qu'il y a aujourd'hui un véritable fossé qui se creuse entre le Hamas et Al-Sisi, et cela est d'une certaine manière une bonne nouvelle pour Israël. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin. À suivre Dominique Strauss-Kahn dans le box des accusés. C'est ce lundi que s'ouvre le procès de l'affaire du Carlton. On y revient après un nouveau journal.
Dominique Strauss-Kahn dans le box des accusés. C'est aujourd'hui que s'ouvre le procès de l'affaire du Carlton. L'ex-patron du FMI comparaît pour proxénétisme aggravé aux côtés de 13 autres prévenus. Ça se passe devant le tribunal correctionnel de Lille. Les détails signés Steve Jourdain. C'est en compagnie de 13 autres personnes que Dominique Strauss-Kahn prendra place sur le banc des prévenus. L'ancien patron du FMI côtoiera notamment Dodo Lassemure, un proxénète mis en examen pour proxénétisme aggravé en Réunion. Depuis mars 2012, DSK est inculpé pour les mêmes motifs. Favori des dernières élections présidentielles, les juges d'instruction lui reprochent d'avoir été au cœur d'un vaste réseau de prostitution mis en place par ses amis du Nord. Selon les termes de l'instruction, DSK ne pouvait ignorer que les femmes qu'on lui présentait lors de parties fines organisées à Washington, Madrid ou encore Paris étaient des prostituées et qu'il était en quelque sorte le roi de la fête, l'instigateur de ces soirées. Tout le monde savait, vous, journalistes, tout le monde savait, et d'autres, qu'il avait une addiction, j'allais dire au sexe. Mais ça, c'est un problème moral, c'est pas un problème de justice. Du côté de la défense, la ligne est la même depuis le début de l'affaire. DSK est certes un adepte du libertinage, mais il ignorait que les jeunes femmes étaient des prostituées. Nous irons au débat public de manière tout à fait sereine. Et nous démontrerons ce que nous avons toujours dit, à savoir que cette infraction reprochée à Dominique Strauss-Kahn est absurde et que nous sommes dans la morale et non pas dans le droit. Dominique Strauss-Kahn est attendu lundi pour l'ouverture du procès. Celui-ci durera 3 semaines. DSK est passible de 10 ans de prison. Voilà, Betsabé, bonjour. On va passer en revue les grands titres de l'actualité internationale et ça en fait partie évidemment. Bien sûr, ce procès, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout une chute. C'est le mot, l'idée qui circule dans les médias depuis hier. Les Échos s'interrogent d'ailleurs jusqu'où ira cette chute, comparant même le procès de DSK à la Némésis, le châtiment divin de l'Antiquité. D'autant que tout se mêle dans ce dossier d'instruction de 210 pages, depuis les hôtels de luxe aux macro-amateurs en passant par les descriptions graveleuses de ces parties dites fines et celles de Dominique Strauss-Kahn. Une chute qui donne le vertige, écrit ainsi l'Express, les Échos, contribueront à la popularité de cette chute. Les détails crus, évidemment, relève 20 minutes de son côté, tentant de ne dévoiler que ce qui est clair sur la personnalité de DSK. Le journal évoque quand même une mallette avec des godemichés, des préservatifs que le commissaire Jean-Christophe Lagarde, parmi les accusés, lui aussi avait apporté à l'une de ces soirées parisiennes, ou encore ces termes utilisés par les prostituées qui ont été interrogées, tels que boucherie, orgie, carnage ou encore abattage. Alors, qu'est-ce qu'ils nous apprennent, ces termes et ces informations sur DSK ? Un appétit sexuel démesuré, écrit 20 minutes. Misogyne, immoral donc, mais compétent. Voilà comment les Français perçoivent Dominique Strauss-Kahn, selon un sondage révélé par Le Parisien, sur lequel l'Express est lui-même revenu, au point qu'à la veille de l'ouverture de ce procès de l'affaire du Carlton de Lille, 79% des Français jugent que DSK aurait fait un meilleur président que François Hollande. Tout cela vaut bien donc un procès hors norme, souligne Le Figaro, un procès qui demande une organisation donc exceptionnelle, en marche depuis un an, pour gérer tant la sécurité, la presse que le public, et un budget aussi. 90 000 € ont été débloqués par le ministère de la Justice. Voilà, des audiences qui devraient durer 3 semaines. Alors, vous l'avez dit, la presse parle d'une chute phénoménale qui donne le vertige. On va en parler avec vous, Mickaël Darmon, éditorialiste à iTélé. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que cette chute vous donne à vous aussi le vertige, la chute d'un homme qui se voyait, que les Français voyaient à l'Élysée ? Le vertige, il y a bien longtemps qu'on n'a plus avec Dominique Strauss-Kahn. Il faut quand même dire les choses, malgré le sondage, malgré la réactivité immédiate, l'électricité immédiate dès que l'on prononce son nom ou que l'on parle de son affaire. C'est vrai que le temps d'accélération au moment où il avait été arrêté à New York, puis après le tourbillon dans lequel il avait été emporté, lui et ses ambitions, au fond appartiennent quand même déjà au passé. C'est pour ça que ce procès du Carlton qui vient, qui commence ce matin, en fait, est clair de manière assez intéressante ce qui aurait dû peut-être arriver, parce qu'au fond c'est l'affaire française que Dominique Strauss-Kahn soupçonnait depuis longtemps,
qui aurait dû donc éclater en marge ou au fait, indépendamment de ce qui s'était passé à New York. Alors, c'est ça qui est le plus étonnant. Mais vous l'avez dit, que cette affaire ne vous émeut plus, elle n'émeut peut-être plus les Français à tel point que, vous en avez parlé, 8 Français sur 10 estiment qu'il ferait mieux que François Hollande à la présidence de la République. Ça veut dire quoi sur l'état d'esprit des Français ? Ça veut dire que tout d'abord qu'il y a un travail, je dirais, de communication et de buzz autour de Dominique Strauss-Kahn qui est extrêmement efficace. Vous savez, il ne se cache plus depuis longtemps, il se promène à Paris, il apparaît dans des soirées, il rencontre des gens, il est en contact avec des personnalités politiques, avec des journalistes. Et à chaque fois, en privé, il ne le fait jamais publiquement, il ne se cache pas, il ne prive pas de critiquer très durement la politique menée depuis 2012 avec François Hollande à l'Élysée. Donc c'est effectivement à chaque fois le sentiment que lui avait des solutions, que lui a l'analyse qu'il fallait donc mettre en avant, qui prévaut et qui se répand comme ça, comme une sorte de fumée. Mais en réalité, pour les Français, il n'y a pas non plus d'envie qu'il soit et qu'il revienne, parce que c'est ça la vraie question, c'est est-ce qu'il doit revenir. Alors précisément, est-ce qu'un retour de DSK à la politique française, est-ce que cela va dépendre de ce verdict ? Ça peut dépendre. Ce qui peut dépendre de ce verdict, c'est tout d'abord tout simplement sa liberté de mouvement. Ouais. Parce que si on est juste quelques instants sur un dossier dont je ne suis pas expert, mais dont on voit bien qu'il a quand même des motifs peut-être aggravants, c'est déjà une forme je dirais, de sévérité de la justice qui a considéré, alors que le parquet avait requis un non-lieu, les juges ont considéré qu'il était le pivot de cette affaire de proxénétisme avec la question de proxénétisme aggravé. Ce qui veut dire qu'à la fin du procès, il peut y avoir une autre bombe politique et une bombe personnelle, surtout pour Dominique Strauss-Kahn, c'est qu'il peut être condamné et il encourt une peine de prison importante et des amendes importantes. Donc déjà, c'est ça de la conséquence, c'est pour lui. Et pour toutes les affaires qu'il a ensuite donc développées et son propre business. Après, si il sort, je ne sais pas, le procès vient de commencer, on ne va pas escompter sur son issue. Si il sort totalement acquitté ou blanchi de ce procès, peut-être que les Français diront qu'il faut regarder différemment. Mais je crois que c'est surtout son envie qu'il faut aussi consulter, et lui ne se prie pas de dire que la politique pour lui c'est terminé. D'après ce que l'on comprend, il a quand même fait tourner une page sur cette ambition-là, d'autant plus que d'après ce qu'on comprend, il est embarqué ou impliqué dans un business financier qui lui procure aussi beaucoup de satisfaction. Merci beaucoup. Et pas seulement donc politique. En tout cas, on va s'attendre à ce que beaucoup de détails de sa vie privée soient révélés pendant les 3 prochaines semaines. Ça risque aussi de lui coûter à son image. Merci beaucoup, Michaël Darmon, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. On poursuit avec vos autres clics. Je m'en étouffe. De la presse internationale. Allez-y. On va parler des États-Unis avec les propos très remarqués du républicain Mike Huckabee. Tout est bon pour se démarquer de ses adversaires et se faire remarquer, évidemment, à la veille d'une tentative présidentielle pour l'ex-gouverneur de l'Arkansas. Regardez, la cible, ce sont les gays et le mariage gay. Huckabee s'est publiquement offusqué que l'on propose aux chrétiens d'accepter ce mariage. C'est, a-t-il lancé, comme de proposer aux juifs de servir des crevettes enroulées dans du jambon dans leur restaurant. Alors, ça n'a pas échappé à CNN, qui a relevé en août que le candidat potentiel aux élections de 2016 a aussi comparé l'homosexualité à une habitude du même ordre que l'alcool ou l'utilisation de mots grossiers. Rien de vraiment nouveau, puisque je soulignerai qu'au passage qu'en 2008 déjà, le Figaro soulignait ses positions radicales. Regardez, à l'époque, Huckabee avait d'ailleurs affirmé vouloir inscrire la définition du mariage dans la Constitution.
Voilà, il n'y a pas que Huckabee qui fait parler de lui ce matin dans la presse, le pape aussi. Le pape aussi, alors que c'est pas prononcé pour le mariage cette fois-ci, mais pour une initiative pour les pauvres, pour le moins inédite en fait, un salon de coiffure gratis. Les sans-abri pourront se faire couper les cheveux ou se faire raser la tête gratuitement, rapporte le Vatican Insider en Italie. La nouvelle a été reprise par Courrier International qui rappelle déjà qu'il y a quelques mois, des toilettes et des douches ont été installées Place Saint-Pierre et précise, cette initiative prendra place tous les lundis, Place Saint-Pierre à partir du 16 février. Pourquoi lundi? Puisque c'est le jour de fermeture des salons de coiffure. Ça permet aux coiffeurs bénévoles de venir. Se raser la tête? Qui se rase la tête de nos jours? Parce qu'ils préfèrent ou se raser la tête ou se coiffer. Peut-être que parfois il vaut mieux se raser que se coiffer. D'accord, ok. On finit par un mot sur la santé des enfants. Exactement. Alors c'est tentant, souligne le Télégraphe en Grande-Bretagne, de calmer votre enfant chéri qui saute, hurle et accessoirement vous insulte en lui tendant votre iPad. Pourquoi? Parce que ça le calme, sauf que ça ne le calme pas vraiment en fait. Au contraire, le quotidien britannique se fondant sur une étude scientifique explique parce que l'iPad empêche en fait votre enfant d'apprendre à se calmer seul en engageant une véritable interaction d'humain à humain, eh bien il nuit à son développement psychologique, sans parler des dommages sur le développement musculaire, puisqu'en forcément restant assis en bougeant son index, effectivement. Donc ça marche plus, il faut que le parent s'y colle. Voilà, il faut parler et patience. Il faut parler aux enfants. Merci beaucoup Betsabé. Retour en Israël avec ce reportage tourné au cœur des urgences de l'hôpital de Naharia en Galilée, la diversité au cœur de l'hôpital. C'est un reportage de Marie-Françoise Lantieri pour i24 News. En voici un extrait. Nous sommes à Naharia, à 10 km de la frontière libanaise et à une cinquantaine de kilomètres de la Syrie. Les villages arabes et druzes jouxtent les kibboutz et les petites localités de la région. Comment les conflits entre certaines communautés ou entre certains pays voisins se font-ils ressentir à l'hôpital ? Quatre personnes vont nous servir de guide dans cette enquête. Le docteur Massad Baroum. Il dirige l'hôpital. C'est le seul arabe chrétien à un tel poste clé. Il a accepté de nous ouvrir le service des urgences de son hôpital. Nous y sommes accueillis par 3 soignants issus des différentes communautés qui habitent la région. Noah Al-Bader, jeune infirmière druze. Ifat Ganon, jeune infirmière juive. Mais aussi Aryeh Eisenman, le docteur juif qui dirige le service des urgences. L'équipe de jour prend son service. Dans les box, un défilé de malades venus de tous horizons. C'est une population diverse. Ça veut dire qu'on doit traiter la personne en tenant compte de son origine, de sa situation. C'est complètement différent parce que toutes les cultures envisagent les choses de façon différente. Venez voir sa radio. Même quand je dis bonjour à quelqu'un, à un patient, je reçois déjà quelques bribes d'informations. S'il peut me parler ou pas, s'il est à l'aise ou pas. Donc on essaye de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Les docteurs, arabes ou non, ce sont des hommes bien. Ils savent comment parler, ils savent tout. Tous les docteurs arabes parlent hébreu. Mais si vous avez un malade arabe, il parle arabe avec lui. Dans cet hôpital, les arabes, les chrétiens, les juifs sont tous ensemble. J'étais dans une chambre avec 3 arabes. On était comme des amis. On est malade, donc on doit être amis. Quand on a franchi la porte de cet hôpital, on cesse d'être arabe, juif ou autre. On est seulement soignant et malade. Nous traitons les gens. Nous sommes des personnes pour d'autres personnes. Nous donnons des médicaments aux gens. Nous ne faisons pas de politique. Nous avons la paix ici. Nous n'avons pas de problème. Vraiment, on pratique la paix tous les jours.
Et l'on soigne également les combattants des pays ennemis. Au bureau central, le téléphone rouge qui relie l'hôpital au service de l'armée retentit. Un combattant syrien grièvement blessé va arriver de la frontière, transporté par une ambulance militaire. Nous n'aurons pas le droit de le filmer. Il va être admis dans le service de neurochirurgie. Ce service a accueilli plus de 400 Syriens en 6 mois. Mahmoud, combattant de 19 ans, y est hospitalisé depuis plusieurs semaines. Il a été blessé à la tête lors d'un bombardement et a reçu plusieurs balles dans les membres. J'ai été surpris, je ne m'attendais pas à entrer dans ce pays, à y être soigné. Donc oui, cela m'a... Voilà, et c'est un sujet que vous pouvez retrouver dans son intégralité ce soir dans l'émission Reportage avec Stéphane Calvo. Merci ma Betsabé. À demain. À demain, Barbara. À suivre, on reviendra sur la finale de la Coupe du Monde de handball. C'était hier soir et la France l'a emporté face au Qatar. Restez avec nous. Merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer. On parle à présent de la finale du mondial de handball. Ça s'est joué hier soir. C'était entre le Qatar et la France. Et la France l'a emporté. On s'intéresse de plus près au Qatar, qui semble prêt à tout pour faire briller son image. Sélection d'expatriés, supporters fictifs. Eh bien, la diplomatie par le sport à coût de milliards de dollars, c'est ça que fait le Qatar depuis plusieurs années. Et Myri, vous vous êtes plongée au cœur de cet empire. Oui, alors d'abord, il faut saluer évidemment la 5e victoire mondiale des Français en handball. Important de dire handball, puisque c'est allemand, et pas handball, comme on entend souvent. Voilà, alors c'est une finale qui n'était pas si simple face à un Qatar assez surprenant, qui n'a pas démérité d'un point de vue sportif. On verra après que sur d'autres points de vue, évidemment, c'est une autre question. Alors, on le sait depuis une quinzaine d'années, le Qatar veut s'imposer sur le plan du sport international. Et c'est à coût, vous l'avez dit, de millions et de milliards même de dollars. Le richissime émirat a organisé donc, le mondial de handball. Je fais moi-même l'erreur maintenant. Et après les championnats du monde petit bassin et le tournoi mondial masculin de squash, ça c'était en décembre 2014, donc en décembre dernier. Les mondiaux d'athlétisme, eux, se joueront également à Doha, donc toujours au Qatar en 2019. Et puis la Coupe du Monde en 2022. Alors l'Émirat a les moyens de son ambition. Il a mis en place des infrastructures high-tech, dernier cri, le Qatar espère que ça fera tache d'huile et que d'autres stades copieront leur infrastructure. Et c'est à Doha que le premier stade entièrement climatisé, par exemple, a vu le jour. Et puis le stade Reine Ali bin Hamad Al Attiyah, c'est un exploit technique également qui a été mis en pied, alors tenez-vous bien, en 18 mois seulement. Donc vous comprenez bien que les moyens sont mis pour pouvoir accueillir un maximum de compétitions sportives internationales. Et alors il faut aussi rappeler que le Qatar Foundation est devenu pour 30 millions d'euros annuels le sponsor du maillot du FC Barcelone. Ça, ce sera jusqu'en 2016, ou encore qu'il a racheté le club de football parisien, le PSG. Est-ce que le sport se porterait plus mal sans tous ces pétrodollars qataris ? Le sport a été complètement dérégulé on le voit très bien dans le championnat de France. On a une équipe du PSG qui surnage avec des moyens. Enfin, on ne joue plus les mêmes règles du jeu. Donc à chaque fois qu'il y a une dérégulation, ça ne sert pas forcément le sport et l'intérêt sportif. Et donc au final, l'intérêt économique, puisqu'un championnat où il n'y a plus d'enjeu n'aura vraiment plus d'intérêt par la suite. Alors c'est ça, pour le Qatar, tous les coups sont permis et on n'en est plus à une irrégularité près, finalement. Non, si on revient justement à ce championnat qui s'est terminé hier soir, c'est simple. Si on regarde l'équipe du Qatar, sur 16 joueurs, eh bien 11 ne sont même pas qataris. Je parle en globalité, y compris ceux qui sont évidemment sur le terrain et ceux qui sont sur les bancs de touche. Ils ont chanté l'hymne national alors, ces expats ? Ils étaient en tout cas là, sur le terrain, applaudis par des centaines de supporters qui eux aussi ont été ramenés pour la cause et payés, tout frais payés, notamment des supporters espagnols, puisqu'il faut rappeler que l'entraîneur est espagnol et champion d'ailleurs du monde 2013. Donc voilà, tout est fait pour aller très loin. Tout a été fait pour aller très loin dans ce championnat. Ils ont donc rapatrié, y compris un Français, du monde entier. 2 seulement Qataris de naissance ont joué sur le terrain. Tous les autres ont été naturalisés pour la cause. Et alors, c'est pas la première irrégularité. Vous savez, donc le mondial de foot se jouera en 2022
à Doha au Qatar. Et si l'on regarde de plus près cette attribution de l'organisation de cette Coupe du Monde, là aussi, il y a de forts soupçons de corruption, en tout cas d'illégalité. Le Conseil de l'Europe a même demandé qu'un nouveau vote ait lieu au sein de la FIFA pour attribuer cette Coupe du Monde à quelqu'un d'autre. Alors, on va écouter tout de suite ce qu'on en disait justement à la fin du mois de janvier, c'était il n'y a pas si longtemps. Il y a des preuves que j'ai pu voir, des preuves écrites qui montrent qu'un montant important d'argent a été échangé pour acheter des voix à la Fédération africaine. Et cela a bouleversé l'équilibre et le comité exécutif a accordé la Coupe du Monde au Qatar. Mon rapport recommande de reconnaître cette violation du droit et de reconduire le vote d'attribution de la Coupe du Monde 2022 avec les nouvelles régulations de la FIFA. Toute la FIFA devrait voter et pas seulement le comité exécutif pour choisir le pays qui accueillera la Coupe du Monde 2022. Donc vous voyez, ça coûte encore de millions qu'ils ont réussi, en tout cas selon les soupçons, à faire voter et à obtenir cette organisation à Doha de la Coupe du Monde 2022 qui se jouera en hiver. On n'a pas encore la date. Alors, ce ne sera pas en juin-juillet comme d'habitude, mais bien en hiver. Alors, on ne sait pas si ce sera en automne, donc en novembre, décembre ou en janvier-février. Mais en tout cas, ça aura lieu en hiver, ce qui, et j'imagine que Rudy, vous allez nous le dire, mais qui va tout à fait dérégulariser. Puisque normalement, il y a également les Jeux Olympiques d'hiver qui vont tomber en 2022. Pas seulement, moi, je ne suis pas une experte de foot, mais ça dérégularise tout l'agenda annuel. Les championnats commencent en août et se terminent en juin, justement pour laisser la place aux compétitions internationales, type Coupe du Monde ou Euro. Et là, effectivement, ça va couper le championnat en deux, ça va avoir des répercussions sportives catastrophiques et c'est la première fois où c'est c'est le sport qui va s'adapter à l'argent et non pas l'inverse. Voilà, méthode qatari, et puis on n'en parle peut-être pas assez souvent, mais la méthode qatari, elle est souvent aussi associée au financement de terrorisme. Oui, en tout cas, il y en a beaucoup qui soupçonnent le Qatar de financer le terrorisme, de le soutenir. Vous vous en souvenez, par exemple, en tout cas pour Israël, c'est sûr, le Qatar soutient et finance le Hamas. Souvenez-vous, pendant Bordure Protectrice, par exemple, et évidemment, Khaled Meshal habite à Doha, au Qatar. Eh bien, le Qatar avait menacé de l'expulser s'il acceptait trop rapidement la proposition égyptienne d'un cessez-le-feu. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Israël n'est pas le seul à estimer que le Qatar est derrière le financement du terrorisme, notamment du terrorisme international. Louis Caprioli, par exemple, c'est un ancien sous-directeur de la lutte contre le terrorisme en France. Lui estime que les Français qui partent combattre en Syrie, donc de France jusqu'en Syrie, passent par des camps d'entraînement en Tunisie et en Libye qui sont, eux, financés, si pas par le Qatar, en tout cas par des richissimes hommes d'affaires qataris ou par des organisations et des associations qataris. Et c'est là-dessus, en fait, que joue le Qatar. Il dit, c'est pas moi, c'est pas le gouvernement qatari, ce sont des privés. Voilà, et donc, nous, on n'est pas considérés comme étant des financiers du terrorisme. Alors aux États-Unis, David Cohen, c'est le sous-secrétaire de Barack Obama qui est chargé des affaires d'antiterrorisme, a lui ouvertement accusé le Qatar dernièrement. C'est dans un rapport. Il estime en fait qu'il n'empêche pas, que le gouvernement qatari n'empêche pas les bailleurs de fonds du terrorisme d'agir et d'opérer sur son propre territoire. Ils ne prennent pas d'initiative mais ne font rien pour l'arrêter. Voilà, exactement. Et qu'en fait, ils ferment les yeux clairement. Donc c'est une manière d'accuser le Qatar d'une manière détournée. Mais dans ce rapport-là, on peut également estimer qu'il soutient, en tout cas, si pas financièrement, en tout cas soutient certains membres Le FC Barcelone aussi est dans le même esprit et ne veut pas renouveler pour l'année prochaine, vous l'avez dit, c'est jusqu'en 2016, son contrat avec la Qatar Foundation au titre de ce financement du terrorisme. Donc même le FC Barcelone se désolidarise du Qatar aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas pour tous. La France ferme plus ou moins les yeux sur ce financement a priori du terrorisme. Ferme plutôt bien les yeux même, puisque de nombreux hommes politiques français soutiennent encore aujourd'hui que le Qatar est à la pointe de la lutte contre le terrorisme, qui font partie de cette coalition qui combat l'État islamique notamment. C'est Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, ou encore Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Et supporter du PSG. Exactement, oui, c'est important. C'est vrai, le PSG qui est lui détenu par le Qatar. Et puis je vous propose d'écouter ce qu'en disait à Doha justement le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Il était à Doha en octobre dernier. Et pour ce qui concerne notre relation avec le Qatar, ils sont dans la coalition, déterminés à lutter contre le terrorisme et nos entretiens d'aujourd'hui ont permis de réaffirmer cette volonté partagée et ce que je vois, moi, ce sont les faits. Les faits, c'est une volonté commune, une inquiétude partagée, une coopération renforcée pour faire en sorte que le terrorisme recule.
Voilà, le Qatar qui continuera de faire parler de lui pour toutes ces zones d'ombre et ces irrégularités. Sur lesquelles il joue. Le Qatar joue sur ces zones d'ombre. C'est ça, il l'assume. Sur le web, Rudy, on a réagi à cette finale d'handball. Énormément. Hier, ça a parlé handball. Alors, cette victoire sur le terrain d'équipe de France sonne comme un symbole pour les internautes qui ont été très critiques à l'égard du Qatar. Regardez, Win Jaloum s'adresse aux Qataris. Vous pouvez tout acheter, mais une victoire en finale de Coupe du Monde, eh bien, ça se joue, ça ne s'achète pas. Côté politique aussi, François de Rugy, député Europe Écologie Les Verts de Nantes, dit bravo aux experts et il avoue qu'une victoire face au Qatar est une petite satisfaction supplémentaire avec un petit smiley en plus. Romain, lui, dit que les Bleus n'ont pas seulement gagné contre le Qatar pour les Français, mais ils ont gagné aussi pour le sport, l'équité sportive. Et puis, avec plus d'humour, Jean Labadie nous dit vivement que le Qatar investisse vraiment dans le cinéma. La sélection pour le Festival de Cannes sera alors bien plus rapide. Peut-être, sans doute. Mais la victoire était serrée, non hier? Oui, elle était serrée, puisque c'était quand même une très bonne équipe d'anciens très très bons joueurs. Donc c'était un peu comme une sélection internationale face à la France. Donc effectivement, c'était un peu compliqué. Voilà pour ce match et voilà pour le Qatar. On réagit ce matin aussi sur le net à ces élections législatives partielles. Hier en France, c'était dans le Doubs et la victoire du FN et du PS qui évince l'UMP. Absolument. Et puis dans la journée, on parlait surtout d'abstention parce que c'était l'abstention qui était au centre des discussions sur Internet. Frédéric Seyss rappelle le chiffre de 60% il y a 2 ans. Eh bien, ce même chiffre, qui est celui de l'abstention, était celui du taux de participation. Alors, Salomé Rainbow remarque que le FN a tellement été banalisé depuis 20 ans que sa présence au second tour n'émeut absolument personne. Flippant, nous dit-elle. Et puis, on parle aussi beaucoup de l'indécision de l'UMP qui n'a pas appelé immédiatement au Front républicain, qui se prononcera mardi soir à l'issue de son bureau politique. Eh bien, Claude Demy dit ceci: certains de l'UMP refuse le Front républicain face au FN dans le Doubs. Il faudra s'en souvenir dans les prochains duels UMP-FN. Donc à suivre. Voilà, et sachez-le, ce soir, Marine Le Pen sera l'invitée du Grand Direct avec Jean-Charles Banoun, une interview à ne pas manquer sur i24 News. Allez, on parle de djihadisme encore ce matin avec cette campagne française qui est vivement critiquée aux États-Unis. Oui, elle s'appelle Stop Djihadisme. On en a beaucoup parlé la semaine dernière lors de son lancement. C'était mercredi. Le gouvernement français a lancé donc ce site avec évidemment un compte Twitter, un compte Facebook, un compte YouTube pour pouvoir parler aux jeunes. Alors on va rapidement résumer l'axe de cette campagne. C'est ce qui s'appelle une campagne de mesures positives, c'est-à-dire lutter contre la propagande djihadiste par des campagnes YouTube, Twitter, Instagram, etc. Sur le terrain de prédilection du recrutement du djihad en parlant directement aux jeunes. Donc ce sont des mesures dites positives qui s'opposent aux mesures négatives qui sont les suppressions pures et simples de sites djihadistes. Mais on l'a dit ici plusieurs fois, comme le montre l'illustration qu'on va voir, à partir du moment où on supprime un site, eh bien, il y en a des milliers d'autres qui peuvent renaître. Donc évidemment, on essaye cette méthode. Donc revenons à ces critiques venues des médias américains comme Foreign Policy, aux The Atlantic, des sites qui sont très influents et très lus. Eh bien, elle vise surtout cette affiche, une affichette qu'on va voir, qui est diffusée donc sur ce site et aussi sur les réseaux sociaux. Alors, elle fait partie donc avec ces petits pictogrammes des dispositifs. Elle permet de déceler les signes de radicalisation chez un proche ou chez un ami. Alors, les pictogrammes disent que par exemple, le fait de changer d'habitude alimentaire avec la petite baguette ou de style d'habillement sont éventuellement des signes de radicalisation, tout en précisant que cela n'indique pas forcément une radicalisation et qu'il faut être quand même prudent. Alors, cela fait réagir sur les réseaux sociaux américains. On parle de cet internaute, parle d'un climat de suspicion qui pousse à la délation, et puis d'autres avec un peu plus d'humour demandent si, quand on arrête de faire du sport, on est considéré comme véritablement être un djihadiste. Ça vous fait sourire, c'est un peu simpliste, on va dire, non? C'est un peu simpliste, puis bon, on voit bien la différence de mentalité entre l'Europe et les États-Unis sur ces questions-là, où par exemple la France est quand même un pays laïque, où on est très à cheval sur la tenue vestimentaire, notamment dans les écoles, etc. Et puis aux États-Unis, c'est quelque chose qui est beaucoup plus libre. Donc je pense que c'est surtout là-dessus, puis ça me fait sourire parce que les États-Unis, il n'y a pas si longtemps que ça, ont également mené une campagne... Alors justement, c'est une campagne qui s'inspire directement d'une campagne américaine. Oui, c'est le centre du département d'État pour les communications américain qui donc a lancé cette campagne qui s'appelle Think Again and Turn Away, pense-y 2 fois et fais demi-tour en gros, sur Twitter. Alors sur les mêmes supports, les communicants américains s'adressent directement aux jeunes tentés par le djihad en utilisant des images parfois très chocs, très dures et finalement le camp français utilise les mêmes images que la campagne américaine. Ce sont les mêmes rushs, les mêmes images de base pour pouvoir faire les
mêmes films. Donc finalement, on est dans les mêmes codes de communication dans la reprise d'une campagne américaine. Est-ce qu'on peut tirer des conclusions de l'efficacité de ce genre de campagne au vu de ce que les États-Unis ont fait avant la France? Alors, dans un article du Figaro, les experts disent que l'effet est quasiment nul, mais cela dit, il ne faut pas laisser ce terrain de la communication inoccupé. Il faut occuper le terrain quoi qu'il arrive, même si c'est pas forcément efficace. Quant au responsable de la campagne américaine, lui, il revendique 20 000 abonnés sur le compte Twitter, par exemple, et disent qu'il répond à de nombreuses questions de jeunes sur un réseau social qui s'appelle Ask. On pose des questions et en fait, la personne répond, c'est le jeu. Et à noter pour finir que les États-Unis et la France ne sont pas les seuls. En Arabie Saoudite, en Irak, les gouvernements ont investi la toile pour contrer l'idéologie djihadiste. En Arabie Saoudite, par exemple, ce sont des imams qui ont été recrutés pour répondre directement derrière leurs ordinateurs aux internautes qui auraient des questions à poser sur le djihad. En plus de ces campagnes positives, vous avez dit que c'est comme ça que ça s'appelle, est-ce que le contrôle d'Internet aussi a été renforcé parallèlement? C'est peut-être ça qui est plus efficace. Les Anglais ont bloqué, par exemple, le dernier mois, 1100 sites djihadistes. Mais le problème, c'est qu'il y a des sites miroirs qui renaissent à partir du moment où le site est supprimé. Donc, et après, ils renaissent dans ce qu'on appelle le dark web, l'Internet un peu plus sombre, un peu plus difficile d'accès. Mais cela dit, c'est très difficile de contrôler. Ça renaît toujours et ça se multiplie. On a encore quelque chose? Oui, on va terminer par de la sculpture sur cheveux. Alors, je pense que vous pensiez au chaton pour finir et cette rubrique. J'aurais bien aimé avoir un petit chat pour finir. Je sais, mais non, on va parler pas de chaton, mais capillaire. On va parler du remarquable travail d'un coiffeur américain qui s'appelle Rob Ferrell. Et sur Instagram, il partage ses plus belles créations un peu spéciales. Vous le voyez, il dessine des visages de vos idoles. Rien que ça, on voit. Avec quoi il dessine? Ah, mais en cheveux. C'est simplement du cheveu. De la teinture? Oui, non. Là, on peut revenir sur Einstein avant. Il joue avec la profondeur de cheveux. Einstein, voilà, alors là, ça, c'est mon préféré. C'est Bob Marley en 3D. C'est-à-dire qu'il a profité voilà, de la chevelure de la personne. Donc, si les téléspectateurs veulent se faire un Barbara derrière, on les invite à le faire. Merci beaucoup. À demain. Bonne journée. Portez-vous bien.